Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai. I els habituals de la nostra sintonia reconeixen aquesta música que ens indica que estem ja immersos en l'espai de salut que ens facilita cada setmana a Clínica Omega Z. Avui parlarem de la ment, parlarem del cap, parlarem de neurologia i per això ens acompanyarà el doctor Boris Dufournet, especialitzat en neurologia. Amb ell parlarem del deteriorament neurològic de les persones, parlarem de per què es produeix, què es pot fer, quines prevencions podem aplicar a aquest deteriorament, a aquest pas del temps inexorable que no podem evitar, però segurament sí que ens podrà donar algun consell per poder treballar en la prevenció. Anem a saludar-lo sense més preàmbuls i demanem disculpes als nostres oients perquè mantindrem la conversa amb el doctor en francès. Bonjour. Bonjour. Docteur Boris Dufournet, vous êtes spécialiste en neurologie. C'est ça. Et on va parler du détériorement du passage du temps au niveau neurologique dans les êtres humains. Et en premier, ce que je voudrais savoir, c'est comment on détecte que le temps a passé au niveau neurologique? Quels sont les signaux qu'on peut percevoir dans une personne? Alors, cette neurodégénérescence, comme on l'appelle, en fait, c'est un processus qui déjà va se faire sur un ordre très précis. C'est-à-dire que ça ne se fait pas de façon aléatoire. Et donc, en fonction des maladies en question, une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie, ce ne sont pas les mêmes zones qui vont commencer à être atteintes par la neurodégénérescence. Et donc, les symptômes ne vont pas être les mêmes. Et ces symptômes vont pouvoir varier beaucoup d'une personne à l'autre. Néanmoins, les premiers signes, en général, c'est des oublis. Je vais oublier mes clés, oublier où j'ai garé ma voiture. Alors ça, c'est des choses très, très anodines du quotidien, mais ça peut se répéter. Et le problème, c'est lorsque ça devient fréquent, quand c'est tous les jours, quand c'est souvent, oublier des rendez-vous. Donc les oublis, c'est quelque chose de fréquent. Et puis il y a également tous les problèmes du langage, d'expression, pour m'exprimer, pour parler, pour comprendre aussi ce que vont me dire les gens. Et puis il y a des problèmes pour utiliser un certain nombre de choses, utiliser un téléphone, utiliser ma voiture. Je n'arrive plus à un moment donné à utiliser de façon optimale, même un ordinateur par exemple. Voilà, ça c'est des symptômes qui peuvent faire alerter sur quelque chose qui peut être une neurodégénérescence. D'accord. Il y a des âges plus où on voit ces symptômes plus souvent. C'est à plus d'âge disons, normal ou habituel de voir ces symptômes? Alors, on dit que les problèmes neurologiques de ce type-là, la neurodégénérescence, survient d'autant plus que l'on vieillit. Donc, c'est-à-dire que on sait que des gens de plus de 80 ans, il y en a probablement une personne sur deux, c'est énorme, qui a des problèmes peut-être en lien avec une neurodégénérescence. Néanmoins, ça peut survenir à tous les âges. Ça peut survenir très jeune. On a des gens dès l'âge de 40 ans qui commencent à avoir des problèmes discrets au départ. Mais donc, il faut bien comprendre que ce sont des choses, des maladies qui surviennent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, avant qu'on en fasse le diagnostic. On pense même que ça peut survenir parfois au tout début de l'âge adulte. Les tout premiers symptômes d'une maladie de Parkinson, par exemple, ça peut survenir dès l'âge de 20 ans. Mais ce n'est pas des symptômes spécifiques de la maladie. Donc, on ne peut pas poser le diagnostic à ce moment-là. Donc, en gros, oui, ça augmente avec l'âge, mais ça augmente avec l'âge aussi parce que avec l'âge, on accumule un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que si je ne prends pas soin de mon corps, à 20 ans, ça pose pas de problème. À 30 ans, ça pose pas trop de problèmes. Et puis petit à petit, il y a une accumulation en fait. Et c'est cette accumulation qui nous donne l'impression que c'est l'âge le coupable. Mais le coupable, c'est pas l'âge. Non. Alors c'est qui le coupable? Le coupable, c'est les accumulations de problèmes qui vont faire souffrir le cerveau.
Alors là, on parle du cerveau parce que moi, je suis plus spécialisé dans le cerveau. Il y a la moelle épinière, il y a les nerfs aussi. Mais ça, c'est autre chose. C'est d'autres neurodégénérescences. En ce qui me concerne, moi, je parle surtout du cerveau. Eh bien, en fait, si l'on a des problèmes métaboliques, par exemple un prédiabète, le prédiabète, on le diagnostique pas beaucoup aujourd'hui. Ça peut précéder de 20 ans ou 30 ans un diabète, par exemple. Et bien, pendant toutes ces années, le cerveau, en fait, il va souffrir et on va accumuler des lésions. Et on peut le voir sur des images du cerveau spécifiques, très modernes, en médecine nucléaire, par exemple, sur le PET scan, etc. On va pouvoir voir un début de dysfonctionnement au niveau du cerveau. Donc, le problème, c'est l'accumulation de ces choses-là. Et aujourd'hui, donc on en revient aux causes, en fait, des maladies neurodégénératives. Et dans ces causes, il y a les troubles métaboliques, il y a les problèmes de carence en hormones. On sait aujourd'hui que les hommes sont carencés en testostérone et que les femmes sont carencées en œstrogène. Depuis un siècle, les taux de testostérone chez l'homme diminuent énormément. Or, la testostérone, c'est indispensable pour le cerveau chez l'homme. Il y a les hormones thyroïdiennes, donc il y a tout le côté hormonal. Et puis, il y a le côté carence, par exemple, en certaines vitamines. La vitamine B12, la K2, la D3, etc. Aujourd'hui, en France, par exemple, et dans une partie de l'Europe, on fait toute une guerre à la viande, aux produits animaux. Et pourtant, il n'y a que dans ces produits-là que l'on va trouver la vitamine K2, la D3, la B12, etc., qui sont indispensables à la survie, au développement du cerveau. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plusieurs pistes comme ça qui expliquent la neurodégénérescence. Ça n'est pas un virus qui vient de l'extérieur qui va tuer le cerveau, pas du tout. C'est des souffrances liées à des problèmes très concrets. Et ça, c'est notamment des confrères américains qui ont montré ça très très bien récemment, et dont l'élève du fameux Prusiner. Prusiner, c'est le découvreur du prion. Donc vous voyez, c'est vraiment des gens de très grande qualité qui ont montré qu'en fait, ce sont des problèmes tout simples de la vie de tous les jours qui vont s'accumuler et qui vont finir par détruire le cerveau. Vous avez mentionné les hormones. C'est qui? C'est les femmes ou les hommes qui subissent plus une dégénération du cerveau? À cause des hormones? Bon, les plus nombreux, c'est qui? C'est les hommes ou les femmes? C'est à peu près semblable. En fait, il y a un petit biais parce que les femmes ont une espérance de vie un peu supérieure à celle des hommes. Donc, forcément, si on regarde en totalité, on a l'impression que les femmes présentent plus de maladies neurodégénératives. Dans la pratique, c'est à peu près pareil. La différence n'est pas énorme. Franchement, elle n'est pas énorme. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les patients, pour retarder cette situation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses à faire, en fait. Et c'est ça qui est très important. Moi, quand j'ai commencé la médecine et la neurologie, on nous disait les maladies neurodégénératives, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Et pourquoi? Parce qu'on ne s'intéressait pas aux causes. Et ça, c'est fréquent en médecine. On est formé pour aller aux symptômes, aux diagnostics et aux traitements, médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais ce n'est pas suffisant, ça. Il faut aller chercher les causes. Et quand on cherche les causes, on se rend compte que du coup, ces causes, on peut faire quelque chose. Parce que si votre problème, c'est un problème hormonal, eh bien, on peut faire une supplémentation hormonale, par exemple. Et on va améliorer les performances. Il y a des patients chez qui on peut faire des tests de performance, de mémoire, de concentration, d'attention. On peut le faire avant et après avoir augmenté les hormones, et on se rend compte qu'ils se sont améliorés. Et pendant des années, attention, c'est pas juste une petite amélioration, ça dure. Donc aujourd'hui, on peut non seulement on peut freiner, on peut retarder, on peut inverser les choses parfois, et on peut les prévenir grâce à ça. Et donc, il faut arriver à identifier le plus précocement possible les difficultés. Et donc, aujourd'hui, voilà, je suis typiquement d'une génération où on est sur des démarches de diagnostic très très précoces, pas forcément des diagnostics de maladie, mais des diagnostics de neurodégénérescence très débutante. Et là, à ce moment-là, on peut faire beaucoup de choses. D'une façon générale, pour terminer sur votre question, pour prévenir le déclin cognitif, il faut une alimentation qui soit une alimentation de type neuroprotectrice. Alors, c'est un peu long. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout détailler ici. Pour l'instant, on a quelques minutes. Bon, ça va. Alors, donc, si vous voulez,
Il faut une alimentation qui apporte suffisamment de certaines Oui. vitamines. On a parlé de la B12, B12. on a parlé de la K2, de la D3, il y en a plein d'autres, suffisamment riches dans certains minéraux comme le zinc. Bref, ça va choquer, mais c'est un régime assez carnivore, Ah, en d'accord. fait, Ah et bon? assez peu végétarien. Et il y a un certain nombre de végétaux dont on pense aujourd'hui qu'ils entraînent des troubles cognitifs. Et oui, ça surprend toujours, hein. Mais ça, c'est des thèmes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé ces dernières Si années. les végans vous entendent... Oui, alors attention, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est pas la question. Moi, D'accord, je suis d'accord. pas là pour dire ce qu'il faut faire. D'accord, Je vous explique juste ce qui se passe au niveau neurologique. d'accord. En fait, l'ennemi numéro 1 aujourd'hui dans l'alimentation, c'est les sucres, c'est les glucides. Et c'est vrai que le régime cétogène a beaucoup de est très à la mode aujourd'hui, Oui. mais c'est pas sans raison, hein. Mhm. Alors, il faut se méfier parce qu'il y a cétogène et cétogène, hein, donc, mais voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir d'avoir une alimentation qui est pauvre en sucre, un régime low carb très très pauvre en sucre, de type cétogène si possible, hein, et avec suffisamment de produits animaux, de viande rouge, de viande grasse. Ça, c'est important. Au passage, le cerveau contient d'énormes quantités de cholestérol. D'accord. Donc, si vous faites la guerre au cholestérol, vous faites Je la fais guerre au cerveau. D'accord. Oui. On est- C'est C'est vrai. clair. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Donc, et oui, c'est ça le problème aussi. Aujourd'hui, on sait que le cholestérol n'est plus la cause des maladies cardiovasculaires. On l'a cru pendant 40 ans. On sait que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Mais, alors tout le monde n'est pas informé encore, mais on sait que ça n'est plus le problème. Le problème, en fait, c'est la consommation de sucre qui fait monter l'insuline. Et l'insuline est neurotoxique. Pour donner juste une illustration, on fabrique des toxines qu'on appelle amyloïdes dans le cadre de l'Alzheimer, Hein? peu importe. Et ces déchets, il faut les détruire. Et pour les détruire, il y a une enzyme qui s'occupe de les détruire pour éviter de s'intoxiquer avec nos déchets. Et en fait, cette enzyme-là dégrade aussi les excès d'insuline dans le cerveau. Donc, en clair, si vous mangez beaucoup de choses de sucre rapide, mais de sucre lent aussi, hein, si vous mangez des féculents, des céréales, du blé, des pâtes, si D'accord. vous en mangez beaucoup, eh ben, vous allez faire sécréter beaucoup d'insuline, énormément. Et cette insuline va devoir être dégradée, et le cerveau a le choix, soit il dégrade les déchets, soit il dégrade l'insuline. Il va D'accord. faire un peu les deux, mais du coup, il va faire ni l'un ni l'autre Ni l'autre. correctement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une des pistes. Et aujourd'hui, pour terminer là-dessus, certains appellent la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3. Si, je Voilà. voulais demander pour cette maladie si terrible qui fait tant de mal, pas seulement aux patients, mais dans tout l'entourage. Ah, J'imagine oui. que toutes les maladies dégénératives au niveau du cerveau font du mal à l'entourage. Beaucoup. Mais avec les dernières avances, on peut dire que on est chaque fois plus près de au moins achever la maladie de l'Alzheimer dans une étape plus traitable. Tout la à fait. fin. En fait, il y a plusieurs enjeux. Un, la prévention, hein, dont on a parlé. Alors, c'est vrai que rien que sur la prévention, on pourrait en parler des heures parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et ça, c'est de la médecine individualisée. C'est des choses très intéressantes. Chaque personne, c'est un peu différent. Je vous ai dit, pour certains, il peut y avoir un problème hormonal. Pour d'autres, ça va être un problème lié à un prédiabète, etc. D'accord. Donc, il faut personnaliser au maximum cette médecine. Et deuxièmement, après, il faut arriver à diagnostiquer très tôt. On a les outils aujourd'hui pour le faire. Avec l'imagerie nucléaire dont je parlais tout à l'heure, on peut le faire. Et avec des tests précoces, on peut le faire. Et à ce moment-là, on sait que quand on prend même un malade qui a une maladie d'Alzheimer, j'en suis un certain nombre, et lorsqu'on les prend très tôt, on arrive à stopper l'évolution de la maladie pendant des années. Et dans les cas les meilleurs, on entraîne une amélioration pendant des années. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut consulter le plus tôt possible. Si on consulte trop tard, ça va être difficile derrière de revenir en arrière. On améliore toujours les choses quand même, hein, attention. Mais c'est plus facile d'améliorer les choses quand on les prend très tôt. Ça c'est une question un peu étrange, vous allez trouver. Il y a des différences géographiques relationnées aux maladies dégénératives au niveau du cerveau. Tout à fait. Par exemple, à l'Andorre, le fait d'être en montagne, en hauteur, il y a des différences? Oui, tout à fait. Alors, ça n'a pas fait l'objet d'études scientifiques formelles. Donc, je reste prudent sur ce que j'affirme. C'est une partie de ce que j'observe. Hein, attention, ça n'a pas de valeur statistique forcément parfaite. Hein.
Néanmoins, aujourd'hui, on sait que dans certaines zones, alors ça a été valable avec la sclérose en plaques, qui est un cas particulier parce que c'est une maladie inflammatoire, mais on sait que dans le Sud en général, il y a beaucoup moins de cas de sclérose en plaques, notamment en Afrique par exemple. Alors on se disait c'est parce que les gens ne vivent pas assez vieux. C'est faux. À population égale, à âge égal, il y en a moins, c'est clair. Et par rapport à des pays du Nord par exemple. Et en Andorre, c'est là où c'est passionnant parce que déjà il y a une mixité des populations. Deuxièmement, on est quand même dans le sud, mais avec un climat plutôt de montagne. Et alors moi je viens d'arriver en Andorre, mais justement ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel de prévention et de soins dans les maladies neurodégénératives. Pas seulement au niveau du système de santé, mais même au niveau du climat. Et je pense que l'exposition au froid, on peut en parler aussi, hein, il y a plein de choses très intéressantes. L'exposition au froid fait partie des choses qui peuvent booster votre cerveau. Hein, votre cerveau et votre corps en général, mais le cerveau en particulier, c'est très intéressant. Ah, d'accord, ça veut dire que si on va sortir à l'extérieur, on va nous réveiller, non? Donc en ce moment, c'est à propos. Quoi. Docteur Dufournet, spécialiste neurologie, neurologue, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose en plus à tous les aspects qu'on a traités de... La seule chose, le seul message que je veux dire, c'est... il faut dépasser ce qu'on fait en médecine aujourd'hui au niveau de la neurologie. Il faut se préoccuper de sa cognition, de ses fonctions intellectuelles dès l'âge de 40 ans, parce qu'il y a des choses à faire à ce moment-là. Deuxièmement, les maladies neurodégénératives sont évitables dans un certain nombre de cas, dans un grand nombre de cas. Les formes génétiques pour l'Alzheimer, c'est moins de 2%, c'est évitable. Il y a toujours des choses à faire, quel que soit le stade, mais il faut le faire le plus précocement possible. Et on peut le faire en plus avec des moyens très simples, vous avez vu. Autant pour le diagnostic, on est dans des moyens très compliqués, mais pour la prise en charge, paradoxalement, on est dans des choses très simples. Et c'est des choses très efficaces. Mais je crois que vous avez du travail à faire au niveau d'information, parce que le neurologue, c'est un spécialiste que les gens vont visiter quand il passe quelque chose, quand il y a quelque chose qui cloche pas. Mais au niveau de prévention, ça va être dur à travailler. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Nous sommes ici pour vous aider, naturellement. Merci à vous. Docteur Dufournet, merci pour nous avoir accompagnés. Merci à vous de m'avoir permis d'intervenir, et en français, parce que je ne maîtrise pas encore le catalan. Merci. Merci. A vosaltres, doncs, també us convido a continuar aquí, al 94.2 de l'FM. Hem parlat amb el doctor Boris Dufournet de la degeneració neurològica, dels tractaments que hi ha i de com podem doncs, fer prevenció. Tot això gràcies a Clínica Omega Z. Fins ara. Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai.